Bon, je vais parler de l'avenir fantastique ou peut-être meurtrier de l'intelligence artificielle, le possible et le probable. Les 3 points les plus importants que je voudrais que vous vous souveniez, c'est qu'il y a des aspects positifs immenses à l'IA, mais les prédictions sont très très difficiles. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer et des solutions existent pour la plupart des problèmes qui peuvent se poser. Et ce qui est très important dans ce domaine, c'est d'être très précis, très rigoureux et très clair parce qu'il y a des science-fiction, il y a trop de personnes qui racontent. Donc il faut être très 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 précis. Bon, on va laisser ça de côté pour le moment. Et on va rêver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait une intelligence artificielle incroyable? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quelle est la puissance potentielle de l'intelligence? Donc je vais commencer avec un exemple un peu farfelu. Je vais prendre l'Empire romain, le plus glorieux empire du monde connu. Et cet empire va se battre contre une petite partie de son territoire, la Helvétie. Et ce sera un combat bien inégal parce que, en fait, c'est l'empire traditionnel qui va se battre contre la Suisse moderne. Et dans cette bataille, il est évident que la Suisse moderne va complètement écraser l'Empire romain. Non seulement parce qu'elle a des armements bien supérieurs, mais des technologies bien avancées, elle a des connaissances scientifiques et médicales et un système politique bien supérieur. Donc, il n'y a pas de doute qu'il va gagner dans cette bataille. Mais le Suisse moyen et le citoyen ou l'esclave de l'Empire moyen sont plus ou moins la même chose. Peut-être que le Suisse est même un peu plus mou que les anciens Romains. Donc, c'est évident que ce n'est pas la différence physique. Donc, c'est une différence d'organisation et de connaissance. Donc, d'une certaine façon, on peut considérer que la Suisse moderne, c'est les citoyens de l'Empire romain plus des connaissances, plus une certaine façon de l'IA. Donc, ça montre qu'il y a au moins un potentiel pour que l'IA transforme complètement certaines civilisations et les rende bien plus puissantes que d'autres. Mais maintenant, elles sont un peu terre à terre. On déambule dans la ville, dans une vie normale, et on a un assistant IA très puissant. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Mais quel est d'abord cet assistant? J'imagine qu'on peut prendre une intelligence de niveau humain, on peut la copier plusieurs fois, on peut l'entraîner dans différents domaines, et on peut en fait en faire un super comité de l'IA, Edison, Einstein, J.K. Rowling, Margaret Thatcher, Oprah, Confucius, Goebbels, Steve Jobs et Bernie Madoff. Ce sont tous des humains qui sont très brillants dans leur domaine cognitif. On trouve leur équivalent IA, on leur donne accès à tout l'Internet et on les fait tourner à quelques milliers de fois la vitesse humaine pour qu'ils aient 1 an de réflexion pour chaque minute qui passe, par exemple. Donc ça, c'est notre IA. Qu'est-ce qu'on peut en faire quand on se déambule dans la ville? Eh bien, on se dit, ouf, j'ai oublié d'envoyer un message à mon amant. Il aime le saucisson et les romans policiers. Tu peux lui pondre quelques poèmes ou quelque chose comme ça pour lui dire que je pense à lui. Et avec les capacités que j'ai décrites, c'est probable que l'IA va produire quelque chose qui pourrait être un best-seller. Ensuite, on continue, on descend une marche, on se fait mal parce qu'on s'était blessé au ski il y a 1 semaine, et on se dit, IA, ce serait bien de savoir quand on peut prendre des risques et quand on ne peut pas prendre des risques. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose qui peut me dire quand ça arrive avec des données dans mon passé? Bien sûr, l'IA peut faire ça. Et l'Edison et l'Einstein et le Steve Jobs peuvent déposer un brevet pour une vraie découverte. Ensuite, on se demande, est-ce qu'on va prendre le café cher ou le café bon marché? IA, comment vont mes finances? Si l'IA est en train de faire les finances, elles vont fructifier, bien sûr. Et d'autres choses, on retourne sur la marche, on se dit, cette marche est cassée, le gouvernement ne veut pas le changer, bon, comment est-ce que je peux entrer en politique? Il y a pour moi un plan politique pour que j'ai un grand succès, et c'est le sort de choses que les intelligences que j'ai décrites seraient capables, en théorie, de faire. Bon, ça, c'est à l'échelle personnelle. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de la planète? Eh bien, il y a certaines choses qu'on pourrait peut-être même résoudre entièrement. Par exemple, on pourrait résoudre la pauvreté absolue. La pauvreté relative, c'est beaucoup plus compliqué, mais la pauvreté absolue, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de ressources, pas suffisamment de sanitation, pas suffisamment de sécurité. Et c'est le sort de choses que l'IA pourrait résoudre entièrement.
D'autres problèmes, le crime évident, donc un crime qui est évident quand on voit ce qui se passe, quand quelqu'un tape sur une autre personne, les capacités de surveillance ou de recoupement de l'IA pourraient résoudre ça peut-être entièrement. On vit dans un monde où la violence est en déclin, décennie après décennie. Et donc l'IA pourrait continuer cette tendance, y compris peut-être sur le point de la guerre. L'impact de l'IA sur la guerre, il y a beaucoup de façons que ça pourrait aller, mais dans certains scénarios au moins, ça pourrait la réduire aussi. Les maladies mentales, on a déjà des assistantes, des apps sur les smartphones, et donc si on avait un vrai IA, on pourrait remplacer les thérapeutes entièrement. Et les maladies en général, et pas juste les choses phares comme l'imagerie médicale. Les lunettes, par exemple, sont un développement technologique qui a résolu un problème biologique. Et il y a une tendance que ces interventions de ce type-là sont beaucoup moins chères que les interventions biologiques comme des médecines. Et, ok, j'aime bien l'exemple suivant. Et peut-être la mort. J'adore mentionner ça parce que la mort, surtout dans la société occidentale, a tellement de connotations spirituelles, philosophiques, sociales et religieuses. Mais de façon technique, la mort, c'est juste l'extrême de la maladie. Donc si on parvenait à résoudre les maladies, à maintenir les gens en bonne santé, de quoi exactement est-ce qu'ils pourraient mourir? Bon, je vais passer sur cet exemple. J'ai aussi un certain potentiel pour l'IA de résoudre l'anomie ou le manque de but qu'on trouve souvent dans nos sociétés modernes. Ok, arrêtons de rêver un moment. Et soyons un peu plus réalistes. Quels sont les problèmes avec ce dont je parlais? Le premier problème, c'est que j'ai imaginé qu'il y avait une personne avec une IA qui déambulait et qui avait tout ce pouvoir dans sa poche. Mais évidemment, il n'y aura pas ça. Il y aura plusieurs personnes qui auront des autres IA. Donc, donc toutes les interventions dont je parlerai seraient équilibrées par d'autres. Et dans l'amour, dans la finance et dans la politique, il y a des aspects très adversariaux. Et donc ces aspects adversariaux seront dans un nouveau équilibre. Donc on ne peut pas juste transformer ça d'un seul coup. Et l'autre problème est plus subtil. C'est que dans la dernière moitié du XXe siècle, très approximativement, les gens pensaient que l'IA serait générale, qu'il y aurait un robot qui aurait toutes les intelligences, que si, par exemple, on trouvait une machine qui pouvait résoudre des jeux de mots ou une machine qui pouvait conduire une voiture aussi bien qu'un être humain, qu'elle pourrait tout faire. Et il s'est avéré que cette image, cette façon de voir, était complètement incorrecte. En 2011, il y a eu Watson qui a battu les champions humains à Jeopardy, il y avait des tas de jeux de mots dans ce jeu-là. Et à partir de 2015, à peu près, il y a des voitures qui se conduisent elles-mêmes, et dans la plupart des cas, elles se conduisent mieux que les êtres humains. Mais dans aucun de ces deux cas, n'y a-t-il eu d'intelligence générale. Watson a gagné à Jeopardy, et c'est pratiquement tout ce que Watson a fait, au moins pour beaucoup d'années. Donc, avant, quand on parlait d'intelligence artificielle, on ne le disait pas, mais on pensait aux intelligences artificielles générales. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, le terme intelligence artificielle? Est-ce que c'est juste un slogan de marketing qu'on utilise de façon positive ou négative? En grande partie, je dois dire oui. Mais ceci veut dire qu'il y a deux scénarios à considérer qui sont très différents pour un futur moyen. Dans l'un des scénarios, quelqu'un développe une intelligence artificielle générale. Dans l'autre scénario, on est plus ou moins comme on est maintenant, qu'il y a des avancées techniques dans beaucoup de technologies, beaucoup d'algorithmes qui sont connectés les uns aux autres, mais qui avancent à différentes vitesses et qui ont différentes implications. Et ces deux scénarios sont complètement différents. Bon, venons-en aux prédictions. On n'a pas exactement le meilleur des track records, comme on dit en anglais, pour les prédictions. Ceci, c'est de la conférence de Dartmouth en 1956, qui ont créé le terme IA, et ils disaient plus ou moins qu'il l'aurait d'ici un été de travail. Les gens les plus intelligents et les plus capables et les plus pratiques du monde de l'époque pensaient qu'on aurait une intelligence artificielle générale dans un été de travail.
9 ans plus tard, Dreyfus, dans un article autrement excellent, lui disait que plus ou moins on était arrivé à la limite de ce que pourraient faire les algorithmes. Ces deux prédictions ne sont pas exactement avérées correctes. Et voici d'autres prédictions. C'est à différentes dates, des personnes ont dit quand on aurait des intelligences artificielles. Ça, c'est la prédiction de Turing à l'origine. Et voici l'hiver IA, où les gens faisaient semblant de ne plus travailler sur l'IA pendant une période, parce qu'on ne finançait plus l'IA pendant une période. Et il n'y a pas vraiment de tendance très forte. Les prédictions sont un peu partout. La seule tendance qu'on voit, c'est que les gens tendent à prévoir que dans 10 et 25 ans après le moment où ils font la prédiction, on aura l'IA. À part ça, les prédictions sont partout. Un autre problème, c'est que ce n'est pas toujours clair de voir quand il y a quelque chose qui est révolutionnaire et quand c'est graduel. Donc, si vous regardez la ligne rouge, là, ça, c'est les progrès en reconnaissance vocale, donc conversation. Ça a progressé jusqu'à environ l'an 2001, et ensuite, pendant 10 ans, ça a stagné. Ensuite, on a découvert le deep learning, et ça s'est remis à progresser. Mais il n'y a jamais eu de saut révolutionnaire, ça a juste continué. Le taux d'erreur a baissé, 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 baissé. C'est très graduel, il n'y a rien d'intéressant. Sauf que tout d'un coup, à un moment donné, c'est arrivé à un point où le taux d'erreur était suffisamment bas qu'on pouvait avoir les Google Assistant, Alexa et Siri. Donc, une transformation révolutionnaire dans la vie ou dans les objets qu'on avait, qui est la conséquence de changement graduel dans les capacités. Au contraire, il y a eu AlphaZero. AlphaGo n'était pas tellement révolutionnaire, mais AlphaZero était vraiment révolutionnaire parce qu'il pouvait battre les champions dans différents jeux, pas juste dans un. Et il y a AlphaStar qui a gagné à StarCraft récemment, qui aussi est révolutionnaire. Ces deux innovations sont incroyablement dépassent tout ce qu'il y avait auparavant. Mais pour le moment, ils n'ont pas d'application. Ils l'auront peut-être dans le futur, mais juste parce que c'est une innovation révolutionnaire ne veut pas dire que ça aura un impact révolutionnaire sur la société. Le monde féodal s'est écroulé plus ou moins à cause du mousquet et de la machine à imprimer. Et c'est à partir de... Dès qu'on avait ces deux technologies, le monde féodal n'était plus stable, ne pouvait plus survivre. Et de ça, on a eu la Révolution française et la Constitution américaine. On a aussi eu le fascisme, qui est impossible à concevoir sans les technologies comme le mousquet et la machine à imprimer et leur descendance. Et on a aussi eu les guerres de religion. Et on a eu les révolutions scientifiques. Donc il ne faut pas avoir un déterminisme technologique fort. On n'est pas inévitablement allant dans une certaine direction. On peut se diriger vers un point ou vers un autre, mais ce qui est sûr, c'est que la façon de faire du présent serait probablement révolue. On doit changer. Bon, qu'est-ce que je pense, moi, étant les 3 aspects les plus importants des développements technologiques en ce moment? Le premier, c'est que on donne la capacité à des seuls individus maintenant de faire ce qui était le travail de centaines, de dizaines ou de centaines, ou dans certains cas de milliers d'autres personnes. Donc on concentre les capacités humaines. Ça pourrait résulter dans des inégalités extrêmes. Dans d'autres scénarios, ça pourrait être très égalitaire. D'autres, il y a la société de surveillance qui semble être inévitable. Et en contrepartie, on a des façons de coder, des façons de décryptage qui sont plus ou moins impossibles pour le gouvernement à briser. Et même avec les ordinateurs quantiques, ce ne sera pas suffisant. Donc on a une tension entre ces différents changements. Bon, on en parle toujours, l'IA et l'emploi. Quels emplois sont menacés? Eh bien, il y a quelques années, des gens dans l'Institut ont essayé d'estimer quels emplois étaient les plus menacés, lesquels étaient les moins menacés. Ils ont trouvé qu'environ la moitié des emplois étaient très menacés et environ un tiers n'étaient pas menacés du tout. Il n'y en avait pas tellement au milieu. Pour vous donner une idée, il y a des serveurs et des assureurs d'un côté et il y a les physiciens et surtout les récréateurs, les
les thérapeutes récréatifs qui sont complètement immunisés contre le remplacement technologique. Mais ça s'est avéré ne pas être si simple que ça. Par exemple, les assureurs, les souscripteurs d'assurance, en fait, j'ai fait quelques études qui m'ont démontré pour moi qu'en fait, ils sont déjà périmés. Ils n'ajoutent rien au modèle d'ordinateur, ils ajoutent juste des erreurs. Donc, on peut dire, on peut tous les virer, mais on ne les a pas tous virés, parce qu'ils se sont transformés. Ils font maintenant le networking, ils font les relations avec le client, et donc leur rôle a changé. Ils sont plus ou moins restés. D'un autre côté, il y a quelques décennies, des compagnies avaient beaucoup de secrétaires, souvent la plupart du temps des femmes. Et maintenant, il y en a beaucoup moins. Et elles ont été remplacées non pas par un secrétaire robot, mais surtout par des logiciels de traitement de texte. Donc, dans le point de vue, pour les assureurs, on a complètement remplacé le cœur de leur travail et ils continuent. Pour les secrétaires, on a remplacé un tout petit pan de leur travail et elles ont disparu. Donc, c'est ce qui rend très difficile de savoir ce qui va se passer. Et par exemple, dans le domaine légal, les avocats qui font les plaidoiries devant les tribunaux, leur travail est plus ou moins sauf. Ce sont les paralégaux, les assistants, eux, ils sont menacés. Dans le domaine médical, par contre, c'est complètement le contraire. Les docteurs, eux, ils sont menacés. Les infirmiers, les infirmières, leur travail est sauf. Dans l'entreprise, le patron a un boulot sauf, les nettoyeurs aussi. Ce sont les gens au milieu qui sont le plus souvent menacés. Mais les économistes parmi vous reconnaîtront que je viens de dire des tas d'âneries. On ne crée pas des emplois, on ne détruit pas des emplois. Le marché du travail est un système dynamique et complexe. Donc, ce n'est pas qu'il y aura des gens sans emploi, mais il y aura un autre équilibre. On saura qui aura quel emploi, dans quelles conditions et à quel salaire. C'est ça qui sera le plus fort effet de l'IA à court terme. Bon, je passe rapidement en revue certaines choses que nous, on fait en recherche à l'Institut du futur de l'humanité. Nous, on est intéressés par les cas extrêmes, les intelligences générales ou dans cet ordre-là qui pourraient être très puissants. Non pas parce qu'on trouve que c'est nécessairement le scénario le plus probable, mais que c'est le scénario le plus dangereux. Donc c'est celui où il faut travailler le plus. Et normalement, si on maîtrise ce scénario-là, les solutions peuvent s'appliquer à tous les autres scénarios. Le problème de l'intelligence artificielle dans ce cas-là, si c'est puissant, c'est qu'il n'y a aucune limite naturelle à son influence. Donc ça, c'est un modèle qu'on voit souvent, un modèle de base. Il y a un agent qui prend une action, l'action va dans l'environnement et l'agent reçoit une récompense de l'environnement. Et l'agent est programmé pour maximiser sa récompense. Ce qu'on ne dessine pas là-dedans, c'est le programmeur qui a créé la récompense pour un certain but et qui a le contrôle de l'agent. Et le problème vient au moment où l'agent se rencontre correctement, qu'en fait le programmeur fait partie de l'environnement. En fait, tout fait partie de l'environnement, y compris l'agent lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, l'agent, s'il est suffisamment puissant et suffisamment intelligent, est motivé, juste pour maximiser sa récompense, de manipuler, de contrôler ou d'éliminer le programmeur. Et ce n'est pas parce que c'est méchant ou parce que ce n'est pas les bonnes valeurs, c'est juste une conséquence de sa programmation. C'est à cause de risques comme ça que Stuart Russell, l'un des pères de l'intelligence artificielle, préconise de mettre la sécurité avant tout et dans toute la façon de créer les intelligences artificielles. J'ai traduit ce qu'il a dit. Il a dit « Aucun ingénieur ne parle de construire des ponts qui ne tombent pas à l'eau ». Ils appellent ça simplement construire des ponts. Le « tombe pas à l'eau » est implicite. Maintenant, on doit dire une IA sans danger, mais un jour, ce sera simplement une IA, ce sera implicite. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations pareilles? Eh bien, pour simplifier, le problème, c'est qu'un IAG peut être efficace à des buts illimités et hostiles.
Et il y a des manières d'attaquer presque tous les mots de cette phrase. On peut trouver des IA, on peut réduire leur efficacité. On peut en construire qui n'ont pas de but, peut-être qu'ils seront stables. On peut limiter leur capacité et on peut leur donner des buts qui sont alignés avec les êtres humains. J'ai moi-même travaillé sur plusieurs de ces méthodes que j'indique en rouge et j'ai des papiers publiés dans diverses conférences. Ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'apprentissage de valeurs. On a des IA qui apprennent des valeurs humaines. Étant donné que les valeurs humaines sont contradictoires, changeables, manipulables et mal définies, ceci semble être assez difficile à faire, mais je suis moyennement optimiste qu'en fait c'est possible. Bon, maintenant retournons pour conclure à des points de vue sur d'autres scénarios d'intelligence artificielle, pas l'IAG, mais les différentes technologies et différents algorithmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux préparer la Suisse et l'Europe à ça? Donc, ce sont certaines de mes suggestions. Premièrement, ce serait bien si on pouvait résoudre les problèmes sociaux. D'abord parce qu'il y en a certains qui seront exacerbés par l'IA, et il y en a d'autres qui deviendront plausiblement, que ce sera plausible de résoudre avec l'IA. Donc il faut garder un œil là-dessus. Il faut rester très adaptif parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc le plus de possibilités qu'on couvre, le mieux placé on sera pour sauter sur la technologie qu'il fallait ou l'intervention qu'il fallait ou le changement qu'il fallait. Pour la même raison, il faut des financements diversifiés, non seulement par les compagnies, mais aussi dans les universités, les EPF et du point de vue du gouvernement aussi. Une réglementation légère serait le mieux. Ma règle, normalement, pour la régulation, c'est qu'il faut que les personnes qui font les régulations puissent être beaucoup moins informées que les personnes qu'elles régulent. Donc il faut que la réglementation puisse être légère et qu'on ne prenne pas le risque de chasser à l'étranger les compagnies ou qu'on ne prenne pas le risque de faire une intervention désastreuse parce que les gens qui ont créé les régulations ne comprennent pas ce qui se passe. Et finalement, il faudrait qu'on se prépare, au moins en théorie, pour une société de loisirs. Pas parce que ce serait nécessairement le cas que ça arrive, mais que c'est une possibilité. Il y a une possibilité qui d'ici 30 ans, 40 ans, que l'humain moyen ne pourra pas produire suffisamment dans une journée pour gagner suffisamment pour le maintenir en vie ou le maintenir dans une bonne situation. Dans ce cas-là, si ça arrive, je précise si ça arrive, mais il faudrait qu'on puisse s'adapter, changer la façon dont on considère l'économie. Bon, ça c'est quelques suggestions. La politique, ce n'est pas ma spécialité. Mais je vous remercie d'avoir écouté ma présentation sur les IA. Merci. Merci, Stuart Armstrong.